voudrais évoquer aujourd'hui un sujet qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive dans le domaine de la thérapie, c'est celui de la place de la parole et du silence. En effet, en fonction du cadre thérapeutique, en fonction de l'orientation du praticien, l'usage qui est fait de la parole et du silence peut être considéré de façon complètement différente. Et en la matière, on pourrait identifier en quelque sorte trois catégories de praticiens. Le premier praticien se dit qu'il sait. Il possède la réponse aux questions que se pose le patient. Il détient ce qu'il considère comme une vérité et donc il parle. Il répond à l'attente du patient. Voilà ce dont vous souffrez et voilà de quelle façon vous allez pouvoir cesser de souffrir. Autrement dit, pour ce praticien, la thérapie s'arrête à la délivrance de la parole. C'est cette délivrance qui est même ce en quoi consiste la thérapie. Le patient demeure passif, il vient consulter pour recevoir la parole de celui qui sait. Le deuxième praticien connaît la valeur de l'écoute et il sait entendre le besoin de s'alléger d'un fardeau. Empathique, attentif, il laisse la parole du patient s'écouler jusqu'à ce que le poids du fardeau soit déposé dans l'espace du cabinet. Pour ce praticien, tout comme pour le patient, la thérapie s'arrête à cette écoute thérapeutique parce que elle ne consiste que en cette écoute thérapeutique. Le patient, venu se soulager par la parole, a rencontré l'oreille attentive dont il avait besoin pour aller mieux. Enfin, le troisième praticien accorde au silence une place particulière par la conception même qu'il en a et que dans le meilleur des cas, il partage avec le patient. Pour ce praticien, le silence, c'est d'abord le respect d'un temps, d'un espace qui appartiennent au patient. C'est une façon de montrer au patient que ce temps est le sien, ce qui permet à celui-ci de prendre conscience de sa responsabilité dans ce qu'il fait de ce temps. Tout comme cela l'invitera à travailler au cours de séances ultérieures sur sa responsabilité par rapport à la façon dont il occupe son temps dans d'autres temps de sa vie. Alors il y a un corollaire évident. Le silence, c'est une invitation qui est faite au patient qui va petit à petit apprendre à occuper pleinement cet espace qui lui appartient. Un apprentissage qui le conduira à savoir occuper à l'extérieur du cabinet la place qui est légitimement la sienne dans toutes les circonstances de sa vie. Le silence, c'est aussi une disponibilité pour la pensée du patient. Cette façon d'envisager le silence l'amènera souvent à modifier sa conception du vide, de l'absence, et à y voir une chance, une opportunité, là où il voyait auparavant un abîme effrayant. Le silence est aussi un miroir. Il est réfléchissant. Si quelqu'un vous parle et que vous l'écoutez, votre pensée est occupée, elle est tournée vers l'extérieur de vous. Si d'autres sons, d'autres bruits, d'autres stimuli requièrent votre attention, il en va de même. S'il y a silence, ce silence vous permet de vous tourner vers l'intérieur de vous, il réfléchit ce qui vient de vous. Enfin, le silence permet au patient de travailler sur ses propres interprétations. Il le protège du mieux possible d'influences pouvant émaner du praticien. Le silence est donc un outil de non-influence, un outil au service de la liberté du patient. Alors, première précision, au-delà de ce qui vient d'être explicité à propos du silence en thérapie, je veux tout de même insister sur le fait qu'il est capital pour le patient de savoir ce qu'il va chercher dans une thérapie.
À défaut d'être clair sur le sujet, il risquerait d'être déçu et de véhiculer ensuite des idées erronées quant à la logique de la place du silence et de la parole dans l'attitude du thérapeute. Alors on me répondra, encore faut-il que le patient soit bien informé. C'est vrai. Et cela relève, à mon sens, de sa responsabilité. C'est à lui de faire le choix de ses sources. Maintenant, deuxième précision, si le silence de certains praticiens fait fuir nombre de patients au bout de quelques séances, voire après la toute première séance, c'est probablement parce qu'il est caricatural chez certains analystes. Si, comme j'ai tenté de vous le montrer, le silence peut être fécond et bénéfique, il ne doit certainement pas être érigé en dogme. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le silence et il y a un temps pour la parole. À bientôt.